Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les matins, revue d'actualité et de marché. Je vous le dis aujourd'hui, ça va être essentiellement des actualités vu qu'on a fait le portefeuille crypto hier avec l'analyse du marché au global. On voit par contre que depuis, c'est plutôt en baisse, depuis une journée plutôt dans le rouge. Rien vraiment à signaler, hein. On va évidemment avoir Caspac qui va corriger un peu après une semaine qui a été plutôt en hausse, hein. Ça avait pris 40%, on a vu sur les pics. Bon là, ça a bien corrigé quand même. On a Epcoin qui continue à creuser un peu. On est autour des 2 $, moi je continue à regarder. Et regardez, le petit PancakeSwap qui revient dans le top 100, là à la 100e place tout juste. Bon, son cours n'a pas vraiment monté, donc c'est-à-dire que c'est juste d'autres cryptos qui ont plus baissé que lui. Mais voilà, il est retourné, il est à 1,40, bon, c'est pas inintéressant. On continue de surveiller tout ça. Sinon, on voit que ça bouge pas, hein. Bitcoin est toujours à 26,5, Ether il est à 1007, donc pour le moment, rien à signaler. On va juste regarder vite fait Matic, voilà, on retourne sur les 60 centimes. Donc voilà, rien à dire de spécial pour le moment, j'espère que ça va juste aller encore plus bas pour pouvoir acheter à des cours qui me sont, qui sont plus intéressants pour moi. Niveau news, on commence par Binance vs la SEC, on en parlait hier, donc j'ai un tout petit peu creusé, et en fait, il n'y a pas grand chose, je suis un peu... c'est moins, enfin, l'accord est moins intéressant que ce que je pensais. C'est globalement en fait une dissociation en fait entre le fonctionnement de Binance et de Binance US qui va du coup permettre d'éviter le gel des actifs totaux de Binance US. En gros, c'est ça qui va se passer avec du coup certains accès qui seront réservés aux acteurs de Binance US et pas juste de Binance globalement. Donc ce qu'on avait déjà vu en fait il y a 4-5 jours. Pas de grosses news de ce côté-là, donc un peu moins hypant que ce que je pensais. Au final, on va reprendre ici, c'est Cryptost qui fait ce travail tous les 2-3 jours, de mettre à jour le suivi des activités, enfin des actualités entre la SEC du coup et les cryptos et surtout de Binance, donc je trouve que c'est pas mal. On va reprendre ici à samedi, donc on avait vu la dernière fois, c'était le 15 juin, Binance US qui se séparait d'une partie de ses employés. On avait vu qu'il y avait à peu près 200 employés et du coup 50 potentiels départs, ce qui est beaucoup, hein, ça fait un quart du coup, donc c'est juste considérable. J'ai pas pu vérifier encore l'info, j'ai pas vu d'autres infos dans ce sens-là, donc on verra si c'est effectif ou pas, mais ça pourrait être vraiment assez lourd pour Binance US du coup. Au niveau du 17 juin, ce qu'on nous dit, c'est que Binance et la SEC trouvent un terrain d'entente, donc au final, moi j'ai trouvé que c'était pas si impactant que ça. On voit du coup Binance US et la SEC du coup des États-Unis sont officiellement parvenus à trouver un accord concernant les fonds des clients hébergés sur la plateforme. Ok. Donc selon l'accord, aucun employé en dehors de Binance US n'aura accès aux fonds de l'entreprise. Donc c'est ce qui nous avait été dit plus ou moins déjà au milieu de semaine dernière, il me semble. Et donc la contrepartie de ça, ça va être que la SEC va abandonner la demande de geler les fonds clients. Donc pour moi, la news n'est pas si fraîche que ça, mais bon, voilà, ils sont contents, ils ont trouvé quelque chose. Écoutez, c'est bon pour le marché de manière générale. C'est quand même mieux si la plateforme ne ferme pas. Et aujourd'hui, du coup, on voit quelques retours en fait des news actuelles, mais pas que, sur le fait que Binance a perdu des parts de marché. Donc on voit entre avril et maintenant les parts de marché de Binance US en termes de paires de trading en USD, elles sont passées de 16% du marché du trading du coup aux US à 4% 35. Donc c'est vraiment une très grosse baisse. Et pour le coup, ça doit avoir un fort impact pour Binance US parce que l'essentiel des frais se fait justement sur les paires de trading. Donc à mon avis, ça doit être vraiment assez lourd. Après, est-ce que c'est vraiment problématique? Je suis pas sûr, hein. Je pense que Binance s'en relèvera parce qu'au sens large, c'est un groupe qui est énorme. Et sinon, Coinbase qui continue de s'en prendre à la SEC, apparemment ils ont déposé une lettre devant la cour le 17 juin, et du coup, il a reproche au régulateur de maintenir le flou autour de la régulation. Voilà. Donc en fait, on est toujours un peu dans la même dynamique, j'ai l'impression que c'est pas du très frais. Du coup, on va pas s'attarder sur ça, et on va continuer avec d'autres informations. Au niveau de Binance, ce qui peut expliquer aussi, du coup, la chute du BNB, en plus des activités récentes de la SEC, des actions de la SEC. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Depuis à peu près février, il me semble, on sait que le BUSD, donc le stablecoin de Binance, va disparaître. Et petit à petit, en fait, on a du coup une destruction de stablecoin. Et on voit qu'ici, c'est 95 millions de dollars qui, du coup, ont été détruits et qui font chuter petit à petit le BUSD dans les places. Et donc, vous le voyez là, tout simplement, le DAI
a pris la place du BUSD. Il a une plus grosse capitalisation, et globalement, ça devrait aller que dans ce sens-là, parce que on a à peu près jusqu'à, il me semble, fin février de l'année prochaine, pour voir le BUSD disparaître, tout simplement parce que il respectait pas certains critères selon les régulateurs, et que Paxos, du coup, cessait d'émettre le BUSD. Donc ça, c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, on n'en parle plus forcément beaucoup, mais ça joue, en fait, dans la santé de Binance, ça joue dans l'importance que lui accordent les investisseurs, et du coup, évidemment, ça alimente tout simplement la perte de vitesse de Binance, qui va devoir, à mon avis, trouver de nouvelles solutions pour continuer à être toujours aussi important, toujours aussi intéressant. Ce qu'on peut voir, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde avant de revenir à la news d'avant, c'est les échangeurs qui ont pu profiter de la chute du FTX. Vous voyez, ça va dans le même sens que là, parce qu'en fait, la chute du FTX, c'est évidemment de laisser un gros trou, donc ça laisse de la place pour d'autres acteurs, et ceux qui en ont profité le plus, c'est, on le voit ici, Kraken et Bybit. Vous voyez, c'est pas Binance. Et ça, c'est intéressant, ça va dans le même sens que ce que je disais juste avant, c'est que pour le moment, c'est pas vers Binance que les nouveaux acteurs vont, en tout cas pas le plus. On voit ça a plutôt été sur Kraken, qui a une hausse du coup de ses volumes mensuels de 14%, et Bybit 7,5%, vous voyez, donc c'est pas non plus faramineux, c'est pas non plus énorme, mais c'est normal, on est bien marqué, donc il n'y a pas tellement de nouveaux entrants, hein, c'est aussi juste des acteurs déjà existants sur d'autres plateformes qui ont choisi de diversifier leur nombre de plateformes, ou qui simplement ont quitté certaines plateformes pour d'autres. On voit que du coup les bénéficiaires, c'est plutôt Kraken et Bybit, et dans une moindre mesure ici Bitget pour les dérivés, et pas vraiment Binance. Vous voyez, Binance n'est pas mentionné dans l'article. Donc tout ça va un peu dans le même sens que là, Binance est dans une mauvaise passe, on l'aura compris, et pas que sur le plan de la réglementation, mais aussi le BUSD, et aussi le fait que les investisseurs, les traders, ils vont peut-être préférer d'autres échangeurs quand ils quittent d'anciennes plateformes. Au niveau, donc je reviens sur ça, des intérêts potentiels pour les cryptos. Quand on se pose des questions, quand on voit des grosses baisses, quand on voit du gros FUD, il faut essayer de revenir un peu au basique, il faut essayer de revenir sur des informations clés. Et là, vous en avez une qui est assez intéressante, même si ça reste quelque chose de subjectif, parce que le nombre de personnes interrogées, c'est 300, voilà, 300 avis. Ça reste quand même concret, hein, c'est-à-dire que 300 personnes, voilà, il faut quand même les trouver, il faut quand même leur poser la question. Et donc, parmi ces 300 personnes, 96%, donc ce sont tous des investisseurs, voient du potentiel dans les cryptos, mais pourtant, une grande partie ne va pas rentrer dedans, à cause de la réglementation qui n'est pas claire, et donc de crainte en fait. Vous voyez, c'est notamment sur l'incertitude de la réglementation aux États-Unis. Par contre, ils disent tous, en tout cas 90% ici on le voit, 96% des investisseurs voient le potentiel, ça permet de diversifier, il y a des opportunités d'investissement, donc ils voient un potentiel, ils ne voient pas du tout ces actifs-là s'effondrer, et disent oui, c'est des choses dans lesquelles on pourrait investir, on pourrait diversifier par exemple nos portefeuilles d'actifs avec des cryptos. Le problème, c'est que la réglementation ne le permet pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit ici, 90% des investisseurs institutionnels interrogés n'envisagent pas de se lancer dans les cryptos en l'état actuel des choses. Ils veulent du coup que le soutien d'une grande institution financière traditionnelle prenne place. Voilà, ils veulent en fait des gros acteurs tradis, par exemple BlackRock dont on a parlé il y a 2 jours, s'impose, donne des garanties, montre l'exemple, montre que ça marche pour suivre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gros comme BlackRock auront pris place, par exemple avec le TS Spot dont on a parlé, peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais si ça arrive, et plutôt j'ai envie de dire quand ça arrivera, à ce moment-là, et dans les périodes qui vont suivre, on va avoir énormément de gestion d'actifs, d'acteurs de la gestion d'actifs qui vont prendre place dans le monde crypto, et là les capitalisations vont vraisemblablement exploser par rapport aux chiffres qu'on connaît actuellement. Donc c'est là que c'est intéressant de se rappeler que oui, à long terme, il y a de grandes chances qu'une bonne partie des projets qu'on connaît, ceux qui sont de qualité, ceux qui sont solides, perdurent et voient leur capitalisation augmenter. Donc c'est quand même une bonne chose de se rappeler que ça, a priori, est une réalité qu'on pourrait rencontrer dans quelques années. C'est quand même très très bon à mon avis. On continue avec les bonnes nouvelles, et du coup la présidentielle 2024, qui comme vous le savez, est à mon avis un des potentiels catalyseurs d'un futur bull run, avec l'élection d'un potentiel président favorable aux cryptos, potentiellement pro-Bitcoin, ce serait à mon avis très très cohérent, et on voit qu'on a un nouveau candidat qui est dans cette tranche-là,
Donc c'est le maire de Miami, monsieur Francis Suarez, je suppose que c'est ce monsieur-là, qui vient rejoindre du coup le camp des favorables à la crypto, avec notamment des concurrents qui seront Donald Trump ou le gouverneur de la Floride, monsieur Ron DeSantis, dont on a déjà parlé quelques fois. Donc voilà, ça commence à faire du monde de ce côté-là. Ça ne veut pas dire forcément que ce sera un d'eux d'entre eux qui sera élu, mais ça reste du très bon et du très positif, et j'aimerais beaucoup, je pense comme beaucoup d'ailleurs, que le prochain président soit plutôt pro-crypto. Ce serait certainement très favorable et irait dans le sens d'un bull run, et donc ça alimenterait tout simplement les capitaux vers les cryptos, c'est tout ce qu'on veut en fait. Hein. On va continuer avec des news un peu diverses. Ici, la Human Rights Foundation qui a lancé un outil pour traquer les CBDC. Donc ça, à mon avis, c'est très très bien. On va avoir de plus en plus d'initiatives de ce genre, à mesure en fait que les CBDC vont exister, et que du coup on va pouvoir traquer tout simplement les activités d'à peu près tout le monde. Il va y avoir des outils pour savoir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc vous voyez ici un tracker. Là, le but, c'est de lutter pour les libertés civiles, et surtout dans les pays autoritaires. Donc le tracker en fait de CBDC de la HRF, donc c'est l'entité dont on vient de parler, a pour objectif de surveiller les progrès des monnaies numériques des banques centrales, et surtout de mettre l'accent sur les pays autoritaires. Donc je pense que, sans le dire, il parle non seulement de la Chine, mais des pays de ce genre-là. Et du coup, le rôle sera d'identifier les signaux d'alarme et les risques potentiels pour les libertés civiles liés à l'adoption des CBDC. Bon, d'accord, maintenant, ça ne nous donne pas vraiment de détails. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils ont été capables de mettre en place, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent traquer. Et voilà. Du plutôt bon sens, à mon avis. C'est bien d'avoir ce genre d'outils-là, et à mon avis, il en faudra d'autres pour essayer de rassurer un petit peu les gens quand même vis-à-vis de ce tracking, hein, qui fera sûrement l'objet de certaines craintes, et ça se comprend très très largement. Complètement ailleurs, mais peu importe. Monero, du coup, une faille dans l'anonymat de certains utilisateurs. Donc, le titre est très accrocheur, il faut faire attention. A priori, c'est 6% des transactions qui ont été touchées au cours des 3 dernières années. En fait, c'est plutôt entre 2 et 6%. Si on creuse un peu dans l'article, vous voyez, c'est 2 à 6%. Et c'est dans le cas où vous faisiez des transactions directes, parce que si on attendait en fait quelques heures, en fait, que 11 blocs soient passés, ça bloquait le problème, le problème n'apparaissait pas. Donc apparemment c'est un bug et il aurait été corrigé. Mais voilà, il y a quand même une partie des transactions de Monero, 2 à 6%, c'est quand même assez important, c'est quand même pas du tout négligeable, qui aurait été impacté. Du coup, bon, ça doit pas trop plaire quand même, parce que voilà, les fanats des cryptos anonymes, le soi-disant vrai Bitcoin, bon, qui a ce genre de problématique, et en plus ça a duré 3 ans. Bon, c'est pas fou, mais voilà, je vous partage l'info, hein, c'est quand même pas négligeable. Et enfin, Snoop Dogg, hein, qui est quand même depuis longtemps dans le Web3, et qui va du coup permettre, dans sa prochaine tournée, d'avoir un passeport NFT, hein, qui permettra évidemment tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'achat du ticket, l'authentification des personnes, etc., etc. Donc c'est du bon, c'est cool. Maintenant ça se fait, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est bien de le rappeler, c'est bien de le remettre en avant. Donc voilà, on a fait le tour des actus. Je veux juste vous parler d'une crypto parce qu'on me l'a mentionné en commentaire, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas allé dessus. Donc c'est Flux. J'avais fait une vidéo dessus il y a un moment quand c'était son halving, donc ça fait plusieurs mois maintenant. Et effectivement, Flux qui revient sur des plus bas. On le voit ici au niveau des 40 centimes. Ça fait une fois, 2 fois qu'il rebondit dessus, 3 fois ici si on compte du coup la partie de 2021. Donc peut-être qu'il va repartir, et potentiellement quand il repart sur cette valeur-là, il a tendance à faire à peu près des x2. Vous le voyez ici, 128%. À l'été dernier, il a fait 200. Donc c'est peut-être intéressant de le regarder. Au niveau du RSI, par contre, on constate qu'on est quand même encore assez loin, on est à 37, donc ça peut aller plus loin, c'est pas du tout exclu. Rappelons aussi que c'est un projet qui est relativement ancien, donc qui sera peut-être pas favori par rapport à d'autres cryptos plus récentes pour les prochains bull runs. Mais voilà, la zone actuelle est plutôt intéressante pour ceux que le projet intéresse. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.